Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de la chronique de Jules Domché. Avec Jules, aujourd'hui, nous allons parler de la crise anglophone. Bonjour Jules. Bonjour Audrey. Ça va faire exactement 5 ans que les régions du nord-ouest du sud Cameroun sont plongées dans une guerre meurtrière et semblent être aux oubliettes par le pouvoir en place et même la communauté internationale. Quelles sont les causes réelles de cette crise ? En fait, pour parler des causes de la crise anglophone qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun principalement, il faut forcément faire un recours à l'histoire parce que certains observateurs se comportent comme si cette crise ou cette guerre a commencé en 2016, que non. C'est d'abord parti d'un mauvais accord politique, qui visiblement n'a pas satisfait les deux parties. Donc, il faut reconnaître qu'au lendemain de la réunification des deux Camerouns, le Cameroun occidental et le Cameroun oriental, il se posait un problème. Nos frères des régions anglophones ont pendant longtemps estimé qu'ils avaient été dupés, notamment à Fumban, où il y a eu justement cette grande rencontre où il fallait parler des conditions de cette réunification-là. Donc, depuis déjà cette année-là, il y a une tension, mais une tension exclusivement politique, qui va sévir entre le pouvoir central et ces régions du Cameroun. Et le président Ahidjo, à son temps, avait déjà commencé justement des formes de médiation. Il me souvient que le président actuel, Paul Biya, avait même été dépêché dans ces régions-là déjà à l'époque pour essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait améliorer et rétablir une forme de confiance entre nos frères de cette partie du Cameroun-là. Parce qu'il faut noter qu'ils ont eu un choix à un moment donné, au moment des indépendances, soit se rallier au Nigeria, soit se rallier au Cameroun. Certains ont choisi effectivement de se rallier au Nigeria et une partie a choisi de rester dans l'État du Cameroun. Donc cette tension politique-là, elle existe. Et le mouvement sécessionniste aussi, il existait déjà, sauf qu'il était très marginal. Parce qu'il faut le reconnaître, la majorité de nos compatriotes de cette région ne sont pas des sécessionnistes, ils ne sont pas pro-sécessionnistes. Ils demandaient justement juste à être pris en considération dans la plupart des choses de la cité. Donc, ce qui va nous amener au lendemain des années 90, avec l'arrivée du multipartisme et notamment l'émergence d'un leader charismatique originaire de ces régions du Cameroun, Nidjon Frunzi pour ne pas le nommer, avec le SDF. La situation va évoluer. Le Cameroun, comme la plupart des pays africains, va connaître des crises liées justement à l'avènement du multipartisme. On va avoir ce qu'on a appelé à l'époque les villes mortes, etc. Et pour sortir de cette crise-là, on va avoir la tripartite, la conférence tripartite de 1991. En lieu et place de la conférence nationale souveraine que réclamaient certains et qui a eu lieu dans certains pays. Et il faut le noter, déjà en 91, l'un des points à l'ordre du jour de cette tripartite, c'était déjà la crise anglophone. Donc vous voyez bien que ce n'est pas un phénomène nouveau. Et il fallait justement, pour sortir de cette crise-là, proposer des solutions. Et des solutions avaient été proposées lors de la tripartite et ces solutions ont été concrétisée ou alors confirmée par la Constitution de 96, qui est une constitution de sortie de crise. Et il y avait deux points qui étaient importants pour justement éviter l'escalade dans les régions anglophones. Le premier point, c'était la décentralisation, une véritable décentralisation. Et c'est pour cela que dans cette constitution-là, on parle de la mise sur pied des régions, avec justement une forte autonomie, parce que nos frères de cette région-là, ces régions-là se plaignaient déjà du fait que le pouvoir était hyper centralisé. Pour faire n'importe quoi, il fallait recourir à la capitale politique du Cameroun, qui est Yaoundé. Alors, ils avaient besoin d'avoir une autonomie pour faire des écoles, pour faire des routes, pour faire en fait le minimum. Donc avoir une véritable décentralisation. Donc ça a été promis à travers justement la mise sur pied des régions. Et l'autre chose, c'était aussi la limitation du mandat. C'est pour ça que dans cette constitution-là, on a ramené le mandat présidentiel de 5 à 7 ans, renouvelable une seule fois. Donc sur la base de ces engagements concrétisés par la constitution de 96, l'élite de ces régions-là est rentré vers les populations, leur dit écoutez, calmez-vous, voilà ce qu'on a pu obtenir. On aura bientôt une régionalisation, vous aurez plus d'autonomie, vous pourrez gérer vous-même vos choses. Et en plus, le président actuel ne pourra pas faire plus de 14 ans au pouvoir. C'est ce qui est acté. Donc,
effectivement, on a réussi à ce moment-là, à travers des personnalités comme Simon Achidi Achou, Peter Mafani Moussongue et les autres, à calmer un peu la situation sur le terrain, et les gens attendaient que les réponses concrètes à leur doléance soient adressées. Mais seulement, contre toute attente, au lieu de mettre en place les régions, comme promis, comme consacré par la Constitution, on va faire apparaître les délégués de gouvernement, qui sont des sortes de super-maires, qui sont eux nommés par le président de la République et qui vont venir encore complexifier davantage la gestion de la cité. Au lieu de décentraliser, on va encore centraliser davantage le pouvoir. Première erreur et première déception pour nos compatriotes qui attendaient de voir plus d'autonomie. Deuxième chose, en 2008, révision de la Constitution. Paul Biya, qui était censé arrêté en 2011 officiellement, parce que une fois qu'il arrête, ça veut dire qu'il y aura alternance et que chacun peut rêver et que nos compatriotes de cette zone-là pensent qu'ils peuvent désormais aussi prétendre à un certain nombre de choses. Révision de la Constitution, et il est reparti pour on ne sait combien de temps. Donc voilà, tous ces éléments réunis créent une forte tension qui va être exacerbée en 2016 quand un certain nombre justement de leaders anglophones vont estimer qu'ils ne peuvent plus attendre, qu'ils ont été trahis, toutes les promesses n'ont pas été tenues et ils vont commencer à se plaindre, notamment les avocats, les enseignants, parce qu'il faut le reconnaître, dans cette zone du Cameroun, il y a une forte frustration, il y a même une forme de marginalisation, parce que les gens qui parlent exclusivement anglais se retrouvent face à des juges qui ne parlent que français, vous ne comprenez pas, mais vous êtes jugé à une langue qui n'est pas votre langue première, alors que le Cameroun est censé être bilingue. Donc tout cela va conduire justement à cette escalade-là. Mais ce qui va amener la guerre, la forme violente, c'est le fait que ces revendications qui étaient pour le départ pacifique, conduits par des gens comme Bibi Manchou ou alors Arbor Mbala, qui étaient plutôt des modérés, qui ne sont pas pour la sécession, ils vont entre guillemets, tomber dans le piège du régime qui va les inviter à Yaoundé pour soi-disant un dialogue, sauf qu'il n'y aura pas de dialogue, ils seront arrêtés et jetés en prison. Et ça va faire le lit des sécessionnistes qui vont pouvoir dire aux populations, mais écoutez, voilà des gens à qui vous croyez qu'on peut faire confiance, regardez déjà comment ils traitent ceux d'entre vous qui sont modérés, qui sont contre nous, à plus forte raison, nous. Donc c'est ça qui va permettre effectivement que la situation s'enlise. Ça a été un peu long, mais je pense que sans avoir fait le tour de la chose, voilà quelques éléments qui peuvent justifier pourquoi on en est là aujourd'hui. La situation actuelle de la crise anglophone montre qu'on parle plus de cette crise lorsqu'il y a mort d'homme. Pourquoi? En fait, la guerre au Cameroun est une guerre qu'on peut dire aujourd'hui oubliée. Oubliée à la fois par les Camerounais eux-mêmes. On a fini par s'en accommoder. On a fini par trouver ça normal, banal, que chaque jour on nous annonce des dizaines de morts, que ce soit du côté des civils que de nos forces de défense. Et on est resté dans une forme d'ignorance totale. Je pense que le réel problème, c'est que les Camerounais eux-mêmes n'ont pas conscience du fait que nous sommes en guerre. Et c'est une guerre, comme certains l'ont qualifiée, de sale, parce que c'est une guerre fratricide. Il ne faut pas se cacher derrière le discours de oui, ce sont des sécessionnistes. C'est des gens qui, pour une raison, ont décidé de manifester leur mécontentement en prenant une position radicale qui n'est pas soutenable, mais qui doit être entendue si on veut régler le problème. Elle n'est pas seulement oubliée par les Camerounais, elle est oubliée également par le régime, qui visiblement se comporte comme si cette situation, à la limite, l'arrangeait, parce qu'on ne voit pas une réelle volonté de mettre un terme à cette guerre-là. Elle est également oubliée par la communauté internationale. Et quand je parle de la communauté internationale ici, je ne parle pas forcément des pays occidentaux ou encore de l'ONU. Avant d'y arriver, mais on est déjà dans une sous-région qui s'appelle la CEMAC. Avez-vous entendu la CEMAC être préoccupée par la crise anglophone ou est-ce qu'elle n'est pas concernée? Non, on n'entend rien. Il n'y a rien à voir pour la CEMAC, tout est normal. Elle est ignorée par l'Union africaine qui a essayé quelquefois d'envoyer des émissaires, mais aucun résultat. Et elle est ignorée également, même par la communauté internationale, les autres puissances, l'ONU, qui finalement se comportent comme si il n'y a rien au Cameroun, alors qu'il ne se passe pas des jours sans qu'il y ait des morts. On a encore vu le dernier carnage, c'est tout simplement regrettable. Donc, c'est une guerre oubliée, on se demande encore pourquoi. Qu'est-ce qui peut justifier que cette guerre
qui continue de faire des ravages. Je me rappelle, il y a quelques années, on parlait de 3000 morts. Aujourd'hui, il est évident qu'on n'est plus à 3000 morts. On doit au moins avoir dépassé les 5000 morts. Et c'est quand même 5000 vies et on se comporte en réalité comme si c'était une situation normale. Mais comme je dis encore, la première responsabilité est celle des Camerounais en premier, notamment ceux qui se réclament entre guillemets être francophones. Ils se comportent comme si cette guerre ne les concernait pas. Et je pense que tant qu'il n'y a pas une réelle prise de conscience de ceux qui sont de la société civile, des médias également, des acteurs politiques, pour dire mais qu'est-ce qu'on fait pour arrêter ça, la communauté internationale aussi n'agit que quand elle ressent une forme de pression. Donc, je pense que malheureusement, les efforts qui sont faits de manière disparate ne sont pas suffisants pour faire bouger les lignes. Et s'il n'y a pas un changement de cap, on risque de s'enliser dans cette guerre et on ne sait pas combien de temps elle va durer. En septembre 2019 a eu lieu le grand dialogue national. Peut-on parler de l'échec de ce grand dialogue national ? Je ne sais pas s'il y a un mot plus fort qu'échec pour qualifier. En fait, ça n'a rien apporté. C'était en fait de la politique spectacle, c'était de la mise en scène. Pour dialoguer, il faut être deux. Et ce dialogue dont vous faites allusion, je n'ai pas vu deux camps. J'ai vu des gens qui se sont parlé entre eux. Quand vous êtes en situation de belligérance et que vous décidez de vous mettre sur la table, vous prenez les acteurs directement concernés pour parler avec eux. Vous n'imaginez pas que ceux-ci peuvent être leurs représentants. Donc, en réalité, ce grand dialogue était un véritable échec. Et un double échec, pourquoi? Parce que même les résolutions qui sont sorties, qui déjà n'étaient pas totalement satisfaisantes, mais qui pouvaient déjà permettre une réelle amorce, ne sont pas appliquées. Où en est-on avec le statut spécial dont on a longtemps parlé? Qu'est-ce qui a été fait de manière concrète depuis ce grand dialogue sur le terrain? On s'est retrouvé dans une situation où le Cameroun, fidèle à sa réputation de pays exceptionnel, veut inventer un nouveau mode de règlement des conflits. Ça veut dire qu'on veut parler de reconstruction alors que la guerre n'est pas terminée. Dites-moi comment vous pouvez reconstruire pendant que les balles continuent à siffler. C'est totalement du non-sens. Donc on est dans une situation où on est au regret de remarquer que ce dialogue-là n'a servi à rien. Parce que même des acteurs aussi influents comme le cardinal Toumi, qui aurait pu jouer un véritable rôle pour résoudre cette crise, malheureusement est décédé. Ça veut tout simplement dire que le temps ne nous appartient pas. Quand on veut vraiment mettre un terme à une guerre, on ne prend pas tout son temps, on y va vite. Parce que plus le temps passe, plus la situation se complique, la situation s'enlise et ça va devenir tellement compliqué de résoudre la situation. Donc, ce grand dialogue, on l'avait dit à l'époque, on est au regret de le constater, il n'a servi strictement à rien, sinon à disperser ou à dilapider la fortune publique, comme c'est malheureusement très souvent le cas dans ce qu'on organise au Cameroun. Selon vous, quelle stratégie peut-on adopter pour résoudre la crise anglophone au Cameroun? Je ne pense pas avoir la science infuse, mais je crois qu'au moins, on est tous d'accord pour reconnaître que la voie militaire n'est pas la bonne. La voie militaire n'est pas la bonne, sinon, ça se saurait. Ça fait 5 ans qu'on a essayé la violence, qu'on a essayé la force. On se rend compte que c'est une voie presque sans issue. Parce que ce qui se passe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun, c'est ce que les spécialistes appellent une guerre asymétrique. Vous n'êtes pas là dans une guerre conventionnelle où vous avez un ennemi clairement identifié avec qui vous vous battez. Ces brigands qui sont cachés derrière leurs revendications sécessionnistes se comportent exactement comme des terroristes, tendent des pièges, des traquenards et tout. Donc, vous êtes dans une situation où vous ne connaissez même pas clairement qui est votre ennemi. Ça peut être le tenancier d'une boutique, ça peut être le simple citoyen lambda avec qui vous rigolez en journée, qui se transforme en terroriste le soir. Donc c'est une guerre asymétrique et je n'ai pas d'exemple au monde où un État a gagné une guerre asymétrique. Donc je pense que l'une des solutions, comme on le dit depuis plusieurs années déjà, va avec le dialogue. Et le dialogue doit être franc et avec des vrais acteurs. Et je pense qu'on ne pourra pas régler cela uniquement sans le dialogue. Il y aura un travail militaire à faire parce que comme vous le savez, quand la situation s'enlise, ceux qui sont aujourd'hui dans les forêts
Parfois même, il y en a qui ne sont même pas des Camerounais, parce que quand il y a ce genre de guerre, il se crée une économie de la guerre. Ça devient intéressant. Les gens investissent, partent des pays environnants pour venir créer des mini-groupes. Ceux-là, il va falloir les pourchasser. Mais pour les pourchasser, il faut déjà que la situation politique soit réglée. Parce que avant tout, c'est une crise politique avant d'être une crise sécuritaire. Donc il va falloir effectivement qu'on puisse dialoguer avec les vrais acteurs de cette crise-là, les leaders de cette crise qui, pour certains, sont en prison. Et je pense que une fois qu'on dialogue avec eux, si on arrive à trouver un terrain d'entente, on pourra alors se servir d'eux pour déjà aller eux-mêmes sur le terrain, les mettre face à leurs responsabilités, parce qu'il y en a qui réclament contrôler ces groupes armés en disant « mais prouvez-nous que vous les contrôlez, maintenant qu'on est d'accord sur comment on fait pour arrêter tout ça, allez sur le terrain ». Et le reste, il va falloir effectivement que l'armée se déploie pour repousser de la manière la plus ferme tous ceux qui, en réalité, sont là juste parce qu'ils ont trouvé un terreau facile, où ils peuvent se faire de l'argent facile, parce que c'est ça, vous connaissez les phénomènes des seigneurs de guerre. Dès que vous créez une situation d'insécurité, d'instabilité, des mercenaires peuvent venir de partout et ils se mettent à sévir. Après cela, il va falloir s'en débarrasser, il va falloir trouver un moyen pour nettoyer cette partie du Cameroun, mais ça ne peut être possible que si l'accord politique est réel, franc et consensuel.